Sutpen Sandred et écriture. D'accord. J'attends, oui, d'accord. D'accord. Il faut que je rapproche encore. Ce que le Oui. chef disait à Quentin sans arrêt. Ouais, Attends, attends. attends. Tu vois, tu peux toujours attendre, Oui. tu passeras toujours la même chose. Alors, est-ce que... Oui, Non, parce que ça... d'accord. Oui. Donc, est-ce que vous m'entendez? Non, d'accord. Alors, Sutpen Sandred et écriture au miroir du RSI. Si comme Sigmund Freud et Jacques Lacan nous l'ont indiqué, l'artiste précède toujours le psychanalyste, il est néanmoins nécessaire que l'analyste enrichisse et éclaire ce que l'artiste lui apprend. Le langage est le lieu privilégié de l'exercice de la psychanalyse et de la littérature. Les artistes écrivent, parlent, créent. Ils explorent le champ de la jouissance, ils ont à dire sur leur œuvre. Le psychanalyste est à même d'entendre ce qu'ils ont à exprimer, il est à l'écoute de l'écriture, de l'intense profondeur des mots. Les paroles sont autant à lire que les écrits sont à entendre. Absalon, Absalon, le 9e roman de William Faulkner, publié en 1936, s'étend sur environ un siècle, celui de la narration avant, pendant et après la guerre de sécession, qui dure en tout 4 ans, faisant des centaines de milliers de victimes, l'esclavage ayant été aboli aux États-Unis en 1865. L'écriture, c'est l'inconnu de soi, dit Marguerite Duras dans Écrire en 1993. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère. Ça rend sauvage l'écriture. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Donc un rapport à l'écriture sauvage, acharnée, dans un lien privilégié du réel. Le mot sauvage revient souvent dans le roman de Faulkner, dont l'histoire ne prend corps que racontée, les traumatismes du Sud se confondant avec les traumatismes intimes. L'écriture d'Absalon, Absalon fut d'abord l'idée d'un homme qui désirait des fils qui l'ont tué. Absalon est le cri du père, un cri d'amour pour son fils chéri, comme le petit enfant crie avant de parler. Absalom, c'est dans la Bible le nom du 3e fils de David, destiné à lui succéder, et qu'il voit mourir, comme Sutpen voit sa descendance disparaître. Je te demande de refuser ce que je t'offre, parce que ce n'est pas ça, dit Jacques Lacan dans le séminaire ou pire. Il y a un paradoxe entre l'offre, la demande et la réponse. Si la science a pour objectif de tomber juste, la psychanalyse, en revanche, est de l'ordre du ratage. Ça ne tombe jamais juste. Et le ratage, c'est l'objet. L'accès au réel se fait par ce qui rate là où se vérifie l'impossible. William Faulkner recouvre le manque par l'écriture. Il s'est placé dans le dire et a écrit sur le malheur, sur ce qui rate, comme cela se passe dans les familles des analysants. Les malheurs des familles faulkneriennes se répètent à travers la mémoire traumatisée des générations. L'histoire de la maison Sutpen est d'abord celle de Thomas Sutpen et de sa descendance, créer une plantation et y fonder une dynastie. Tout commence quand le jeune Sutpen, âgé de 14 ans, fut renvoyé à la porte de derrière par un esclave noir d'une grande plantation de Virginie, où son père l'avait envoyé porter un message. Il se retrouve, pauvre blanc, dans les bois, barré, fils de rien. Le maître et l'esclave deviennent sa scène primitive. La réflexion identitaire, bancale dès son fondement, sert de toile de fond à ce roman complexe. Devenir le premier ancêtre
d'une lignée blanche, pure, sans tache. Les personnages sont liés à l'intrigue de façon telle qu'un fil rouge va d'un bout à l'autre du récit et qu'on ne peut le détacher sans tout défaire, ce qui permet de reconnaître qu'ils appartiennent à une même parenté. Comme la famille Borromeo au XVe siècle en Lombardie soutient des familles Visconti et Sforza. L'alliance des trois familles était symbolisée par trois anneaux tressés de façon telle que si on en coupait un, les autres se séparaient. Le nœud borroméen a été au centre de la topologie lacanienne. C'est ainsi que Lacan a choisi de représenter la structure du sujet à partir d'un dire, d'un discours, pour essayer de résoudre les questions essentielles de la clinique psychanalytique. Je te demande imaginaire, de refuser ce que je t'offre symbolique, parce que ce n'est pas ça réel. En écrivant le séminaire RSI, Lacan soutiendra que les trois instances réelles, symboliques, imaginaires s'interpénètrent, mais ne fonctionnent pas l'une sans l'autre, la suppression de n'importe quel cercle, libérant les deux cercles restants, ce qui permet leur articulation étant le nouage. Et c'est le symptôme qui va permettre le nouage en tant qu'il est le noyau de l'inconscient. Chacun devra donc écrire son propre nœud comme il peut, de façon singulière, car c'est du serrage du nœud que le sujet se conditionne, comme les personnages de ce roman. Il manque le nom du père chez Thomas Sutpen. La carence du père, à l'origine du ratage du nœud, permet de restaurer le nom propre et de se faire un nom. La langue n'ayant pas pu s'ordonner dans le régime du père dont la mission est de nommer les choses, de délivrer un sens, la dimension créative suppléera au nom du père. Lacan explique dans le séminaire 23 le symptôme, que Joyce, en se référant à Stephen dans Portrait d'artiste, dit vouloir façonner dans la forge de son âme la conscience incréée de sa race. Il fait allusion au problème de la race, mais aussi à celui de la paternité. Refusant d'être le fils de son père, Joyce s'engendre lui-même en se faisant un nom par l'écriture. Comme Thomas Sutpen, qui cherche à créer sa propre race, faute d'avoir eu un père qui l'inscrive dans la continuité des générations. Si les trois registres du réel, du symbolique, de l'imaginaire ne sont pas bien noués ensemble, quelque chose d'autre pourra faire tenir la structure. Créateur de lui-même et de son univers, je cite là, sur 100 000 carrés de terre, à l'image du Dieu de la Genèse, il se voit créant, oui c'est là que je cite, créant Suspense and Dread, le que soit Suspense and Dread, comme le que la lumière soit des temps anciens. Faire ainsi que sa création tienne debout et demeure éternelle. Au commencement était le Verbe, est-il écrit dans la Bible. La création se fait ainsi par la parole, et nommer, c'est fonder un plus de jouir. La clinique enseigne que lorsque le Père n'est présent que sous sa forme empirique, cela peut avoir des effets ravageurs dans le vécu d'un sujet. L'inceste latent, la filiation avortée, l'échec de la fondation. Les personnages des romans de Faulkner sont souvent des êtres en action qui pensent en même temps qu'ils parlent, semblent ne pas comprendre toujours ce qu'ils sont en train de faire ou de raconter. Ce sont des marginaux, des originaux, des rudes, des rustres, des exclus ou des fous. L'histoire se passe dans l'État le plus archaïque des États-Unis, le Mississippi, dans le comté Yoknapatawpha, que Wolf Faulkner a voulu imaginaire et qui pourrait signifier dans la langue des Indiens Chickasaw, l'eau qui s'écoule lentement. Le récit des 4 narrateurs couvre 2 lieux séparés de l'Amérique, en 2 saisons différentes, le sud
et le nord. Il n'y a pas de narration en ordre. Les points de vue sont multiples et entrelacés, avec des retours en arrière, des voiles dissimulant la vérité. Les longues phrases, pleines de digressions, de parenthèses, de précisions, les monologues intérieurs, le suspense de l'information, la répétition, le ressassement, l'opacité, enroulent les héros dans leur implacable destin. Les paroles narratrices, le mélange polyphonique des voix, se chevauchent, s'enchevêtrent. Là, je cite, « C'est parce qu'elle veut que cela soit raconté, afin que des gens qu'elle ne verra jamais et dont elle n'entendra jamais prononcer les noms, et qui n'ont jamais entendu prononcer le sien, ni vu sa figure, lisent cela », rapporte Quentin Compson. Les textes répétitifs des personnages rappellent les questions répétées posées par les analysants durant les séances et le vide qui ne cesse de se recréer. La circularité de la narration produit une atmosphère étouffante, pièce obscure, torride et sans air, dont les persiennes demeuraient fermées et verrouillées. Les glycines, l'odeur de cigare, les lucioles. Une voix envoûtante. La sensation, la vue, l'odorat, les muscles avec lesquels nous voyons, nous entendons et sentons, murmure Rosa Caulfield. Il y a du poétique dans l'écriture de Faulkner, comme dans chaque cure. C'est par le bout des mots, le symbolique, qu'on touche au réel. Le poète insiste à dire l'impossible à dire, comme la psychanalyse insiste à dire l'impossible. Et Faulkner a retracé les frontières de Yoknapat à Wafa pour dire l'impossibilité d'une lignée sans mélange. Le poète est représenté par les signifiants de son œuvre. Son savoir que le texte produit est au service d'un acte poétique. L'écriture spéciale de Faulkner, le jeu des équivoques, sa façon de tordre les choses et les personnages, de les transformer, de jouir de la langue, de coller à ce qu'il y a de plus insaisissable, correspond à la dernière définition que Jacques Lacan donne du symptôme. Un effet de la langue sur le corps qui implique la jouissance de la lettre de l'inconscient. À la suite du séminaire Oupire, Lacan va introduire la notion du dire dans ses rapports au dit. Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Est-ce que l'interprétation vise ce qui se dit ou le seul fait qu'on dise? Ce qui se dit est l'énoncé. Le dire est un qu'on dise. Le dire est de la dimension du réel. Le dit ne va pas sans dire, mais le dire échappe au dit. Le dire étant ce qui noue les trois dimensions RSI. Et il ne s'agit pas tant de ce qui se dit que de ce qui, du dire, se lit. Quelque chose se dénoue, la langue se dévoile. L'écrit s'oralise et s'écrit phonétiquement. La grande voix faulknérienne est tendue à l'extrême. Le crime, l'inceste, l'endurance noire. Judith et Cliti entendirent le coup de feu. Et peut-être Wash Jones était-il à traîner quelque part dans l'arrière-cour, et il fut donc là pour aider Cliti et Judith à le Charlebon, transporté dans la maison et à l'étendre sur le lit, raconte Shreve, le Canadien. L'auteur nous donne à voir le paradoxe d'un monde qui porte l'esclavage et la ségrégation. La plantation resserre les races, elle abhorre le métissage. Le héros de l'intrigue, pris dans l'obsession de la descendance et de la transmission de la pureté, ne cédera pas sur son désir.
il répudie sa première femme et ferme sa porte à Charlesbon quand il s'aperçoit que tous deux possèdent des traces de sang noir. Il rejette brutalement la jeune Millie et son bébé femelle et propose un pacte inadmissible à Rosa Coldfield. Il traite les êtres comme des objets, des pions, ou comme les ingrédients pesés, mesurés d'une recette, je cite, où il ne pouvait en résulter qu'une tarte ou un gâteau. Alors que l'important serait non pas d'avoir à sa portée tous les ingrédients, mais plutôt d'avoir assez d'imagination pour remplacer celui qui manque. Thomas Sutpen sème ainsi les graines qui porteront une famille à la destruction, comme dans les tragédies grecques. L'expérience de la cure analytique ressemble à la tragédie. Elle met en jeu le désir dans ce qu'il y a de plus intime, de plus extrême, aux limites de la pulsion de mort. L'inextricable des relations furieuses entre races, familles, individus et tout ce qui s'approcherait de la mixité est un nœud de demande, de désir, d'offre et de refus où se trouve enserré l'objet A, c'est-à-dire ce qui ne peut se dire. C'est pas ça, c'est ce que l'on n'arrive pas à dire. C'est aussi le cri par où se distingue la jouissance que l'on obtient de celle que l'on attendait. On cerne l'objet, mais on ne peut pas l'atteindre. Le nœud montre son échec à saisir l'objet, autrement qu'en le manquant. Parce que ce n'est jamais ça, ça appelle toujours encore. Et c'est justement ce qui fait parler. Les protagonistes parlent, ils n'arrêtent pas de parler et d'insister, par la répétition du même, par le même. Je cite, « La fille de la vieille m'a parlé de ce qu'elle avait vu quand elle était enfant ou de ce qu'elle avait entendu dire. Elle racontait toujours les mêmes histoires, comme ce que la souffrance de la mémoire nous fait entendre sur le divan. » Tout le livre est parcouru par la violence du désir de Thomas Sutpen. Il en meurt d'un coup de faux de Walsh Jones. S'agit-il, dans ce livre, de mettre en lumière l'ampleur d'un échec dont l'origine est un impossible rêve, ou bien de remettre en cause l'unité d'une identité à laquelle on s'identifiait? La question raciale est toujours vivace aux États-Unis et dans le monde, même si le mot race vient d'être supprimé de la Constitution française en juillet. Les personnages de Faulkner ne sont pas au rythme de l'existence, mais à côté, décalés au bord du trou, ils trébuchent. L'histoire nous montre qu'on n'échappe pas à ses origines et qu'on ne guérit pas de son passé. Ce que l'on voit en l'autre, l'altérité, l'étrangeté, la tache noire qui apparaît et qui fait peur, et ce qui est déjà présent en nous. L'étranger et l'intime se rejoignent, car c'est dans la relation avec l'inconnu que se dévoile le plus caché de soi. Le fantasme de vouloir fonder une lignée pure, sans mélange, à l'intérieur des frontières d'une plantation du Sud profond, entre en résonance avec son envers. Élargir le champ des possibles, le partage des savoirs, changer en échangeant le divers, le multiple, l'interpénétration des cultures et des imaginaires, la pluralité des expériences de pensée, la circulation entre les frontières, le tout-monde dont parle Édouard Glissant. Si le poète cherche à s'ouvrir à l'altérité, à l'interculturel, dans sa relation au monde, dans la diversité des espaces et des langues,
Le psychanalyste ne tente-t-il pas, dans sa quête des origines, des racines, des traces et du devenir du sujet, de saisir les lieux énigmatiques du réel ?